3 M23. Il y a un M23 d'enfants congolais, d'origine congolaise, installés au Congo, citoyens congolais qu'il faut écouter. Et lorsque vous parlez de cette manière, on se demande à quel niveau, justement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo peut revoir ses cartes stratégiques. Vous parlez d'un appel à des partenariats étrangers qui pourraient soutenir cette cause, c'est-à-dire cette volonté de libérer l'Est du pays, comme l'ont fait peut-être la République centrafricaine ou encore le Mali? Oui, madame, mais les partenaires de M. Tshisekedi, je vous donne un exemple. M. Tshisekedi a demandé aux troupes ougandaises de venir l'aider à combattre le M23. Ça vous a pas fait sourire? C'est un des parrains du M23, d'un M23. Parce que vraiment, tu sais, chaque fois que je dirais M23, chers auditeurs, comprenez M23 avec S à la fin, c'est-à-dire plusieurs, d'un M23, monsieur. Comment peut-il, l'acteur principal, l'allié indéfectible, ils ont des alliances de sang avec M. Kagame, comment vous pouvez l'appeler pour vous aider sur le plan militaire? Autant mieux appeler une fois le Rwanda également. Autant mieux appeler une fois M. Kagame et dire, M. Kagame, venez m'aider à me sauver du M23. Donc, voilà les problèmes. En même temps, quand vous regardez l'Afrique de l'Est, ben, M. Kagame a des alliances solides. M. Kagame est allié à M. Yoweri Museveni. Monsieur Yoweri Museveni, comme par hasard, on vient de découvrir sur son territoire, en tout cas, il vient de découvrir son territoire, beaucoup de pétrole. Et les gens qui souriaient pas à monsieur Museveni en l'appelant monsieur le dictateur, monsieur le voyou, monsieur le rebelle, eh bien, vous êtes un dictateur, sourit beaucoup à monsieur Yoweri Museveni. Et il a lancé un projet de pipeline de 5 milliards de dollars. 1 milliard de dollars de plus que le pipeline Doha-Kribi, c'est-à-dire le pipeline qui part de Doha au Tchad jusqu'à Kribi. 5 milliards de dollars. Total est actionnaire majoritaire avec les majors anglaises. Comment vous faites donc pour gronder M. Yoweri Museveni dans une situation comme celle-là, alors qu'il est parrain d'un M23? Vous voyez donc pourquoi la Grande-Bretagne parle pas beaucoup. M. Macron a du mal à prononcer le mot Rwanda, sachant que les royalties de cette histoire-là vont même avoir une incidence sur les rapports nouveaux que l'Ouganda aura en quelque sorte avec le Rwanda. En même temps, il est hyper allié à la Tanzanie. La Tanzanie, c'est la puissance économique dans le secteur. M. Kagame a renforcé son influence en projetant ses troupes, non seulement dans la CEMAC, en RCA. Comment vous faites aussi pour que nous, dans la CEMAC, on gronde M. Kagame? Eh bien, il consolide de la paix en RCA et il a projeté ses troupes au Mozambique. Un monsieur comme ça, comment vous le grondez? Comment vous le grondez? Et il a de bons rapports avec la puissance militaire aussi de la région qui est l'Angola. Vous voyez donc que sur le plan militaire, sur le plan stratégique, il a été malin. Il a été malin. Pendant que M. Tshisekedi déconstruisait ses alliances politiques internes, alors qu'aujourd'hui il devait y avoir union sacrée des partis politiques derrière M. Tshisekedi pour la paix. Je ne dis pas pour les questions politiques, pour la paix, pour soutenir l'armée. Et bien ce jour encore, la quasi-totalité des partis de l'opposition ont refusé d'apporter un soutien patriotique à M. Tshisekedi, plutôt en lui demandant de bien organiser l'élection et qu'il essayait de créer des manœuvres pour fuir l'élection. Mais M. Tshisekedi l'a fait aussi. Quand M. Kabila demandait de l'union sacrée pour lutter contre un M23, M. Tshisekedi expliquait que ce sont des manœuvres. Avec son père, il défilait dans la rue. Il refusait d'apporter le soutien. Donc, regardez la classe politique. Il aurait la solution. Regardez la classe politique en RDC. Ils ne sont pas patriotes. À côté de ça, il y a un acteur influent dans la région, soutenu par les États-Unis, soutenu par la France, et qui a un autre partenaire, aujourd'hui qui est devenu un partenaire riche, c'est-à-dire que M. Yoweri Museveni, allié indéfectible avec la Tanzanie, au point de lier son destin à la Tanzanie sur cette exploitation pétrolière, ça veut dire qu'en termes de rapport de force, le pauvre M. Tshisekedi, excusez-moi, Madame Begoudé, ne pèse pas beaucoup. Voilà la question. Or, dans une situation comme ça, vous faites comment? Vous allez à la table de négociation. Si vous êtes fort, vous engagez le militaire. Vous engagez le militaire. Mais si vous ne pouvez pas engager le militaire, et c'est pour ça que M. Kagame, comme on dit au Cameroun, ne le gère même pas. Il est serein, Madame Begoudé. Il est serein.
Parce qu'il regarde la configuration, il voit, on se rend compte que même au sein de la CEMAC, eh bien, nos patriarches de la CEMAC n'arrivent pas à gronder M. Kagame parce que M. Kagame a de très bons rapports avec le président Biya. Il le dit, il ne le cache pas. Oui. Je respecte beaucoup le président Biya. Je l'écoute, je demande des conseils. Je l'ai vu aux États-Unis se rapprocher du président Biya et discuter pratiquement pendant 15 minutes. Le président Biya était tout sourire. Le président Biya, quand il ne veut pas vous voir, il fait un effort de vous éviter. Il sait éviter les gens. C'est un vieux crocodile de la politique, donc même si vous êtes à 10 cm de lui, il va trouver une astuce pour vous éviter. Il était très content de donner ses mains à monsieur Kagame, de se tenir les mains pendant 10 minutes et de discuter. Il y avait quand même un peu de proximité. Le président Biya fait pas ça avec n'importe qui. Je l'ai vu discuter avec un certain nombre de partenaires, donc ça veut dire que même dans la CEMAC, le Rwanda n'est pas considéré comme un ennemi dans la CEMAC. Donc il n'y a pas d'autre choix que de discuter avec le M23, mais vous allez me dire, M. Tatinda, lequel M23? Eh bien, le M23, comme moi je dis, des enfants congolais du M23. Parce que je vous ai dit, il y a le M23 islamiste, pas différent de Boko Haram. Oui. Il y a le M23 des rebelles, de voyous, utilisés par M. Kagame pour affaiblir la RDC. Et puis il y a M23 d'enfants congolais qui posent des problèmes politiques, effectivement, que le Congo ne peut pas fuir de part et d'autre. Quelques interrogations. La première, est-on sûr que le président Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à discerner justement les différents M23 dont vous parlez, que vous citez ici? Deuxième des choses, lorsque le Congo se retrouve justement seul, isolé totalement et abandonné au milieu de ce jeu d'échecs, parce que si on a l'Ouganda qui est avec la Tanzanie, Mozambique qui est avec le Rwanda qui est avec tout le monde dans la CEMAC, RCA qui s'entend bien avec les responsables de la CEMAC et avec l'Ouganda, le médiateur. Oui. Le Rwanda s'entend très bien avec l'Ouganda, avec l'Angola, excusez-moi, qui est médiateur dans l'affaire. Vous voyez donc, ils ont su jouer dans ce que j'appelle le jeu d'alliance. Le Rwanda, ils ont été futés. Kagame a été très futé sur le plan diplomatique. Alors que monsieur Tshisekedi a compté en grande partie que si ses partenaires de la communauté internationale, qui eux, dès qu'ils ont l'odeur pétrole, madame Bégoudé, je vous apprends rien, vous le savez, vous êtes une journaliste qui maîtrise cette chose. Dès qu'ils ont l'odeur pétrole, ils ont les intérêts. Mais ils vous lâchent. Aujourd'hui, l'Ouganda se présente comme une puissance pétrolière de la région. D'ailleurs, je vous donne un autre allié de l'Ouganda. Oui. Le père Obiangema. L'Ouganda a demandé au père Obiangema de venir lui donner sa stratégie. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leur pétrole et faire des investissements comme lui? Parce qu'il a construit sa Guinée équatoriale. Route en infrastructure. Il a construit sa Guinée équatoriale. Et le président Yoweri Museveni a pris comme modèle de gestion pétrolière la Guinée équatoriale. Donc vous voyez que même Yoweri Museveni, pour moi, c'est un affreux personnage, madame Bégoudé. Comptez pas sur moi. Mais c'est un affreux personnage pour moi, monsieur Tatinda, qui suis-je? Je suis rien du tout. Oui. Mais pour les patrons de la CEMAC, c'est un ami. Ce sont donc des affreux personnages qui sont suffisamment stratégiques pour avoir dans leur poche plus d'alliés que de personnes contre elles. Mais alors, au milieu de tout cela, la République démocratique du Congo, elle se retrouve toute seule, comme je le disais tout à l'heure, à clamer uniquement une agression rwandaise devant tout le monde entier, et les habitants congolais attendent de la communauté dite internationale de condamner une agression rwandaise, ce qui n'arrive toujours pas, demande à tout le monde de regarder le Rwanda en chien de faïence, ce qui n'arrive toujours pas. À partir de ce moment-là, on essaye de rejeter des cartes stratégiques, mais Félix-Antoine Tshisekedi n'y arrive pas. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'a pas réussi à lutter pour la souveraineté de son pays. D'ailleurs, des propos qui venaient également du président Emmanuel Macron. Les seules solutions qui restent aujourd'hui à Félix-Antoine Tshisekedi sont donc quoi? Se rallier à l'opposition ou alors chercher un amour au milieu de sa nation, utiliser les jeunes comme dernier recours au sein de l'armée, se chercher de nouveaux partenariats. On a l'impression qu'il est au milieu de quelque chose où lui-même il est totalement perdu. Le problème est compliqué parce que il a pas. C'est ce que j'expliquais au début. Oui. C'est que dans l'euphorie de son arrivée au pouvoir, il s'est laissé tromper par Merlin l'Enchanteur, par le corbeau et le renard, c'est-à-dire que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, par le discours de la communauté internationale. Il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas 2 mois de pouvoir, qu'il faisait le tour de la communauté internationale.
Il était aux États-Unis, reçu à la Maison-Blanche comme étant de nouveau démocrate. Il a été reçu je ne sais combien de fois au niveau de l'Union européenne. Je ne sais combien de fois il a été reçu en France, en Grande-Bretagne. Il se baladait, il était content, tapis rouge. Il avait l'impression qu'il était quelqu'un d'important. Mais il avait des problèmes chez lui. Il a hérité de la majorité du président Kabila. Il a déconstruit cette majorité au prétexte que cette majorité l'empêchait de gouverner. Oui, il y avait des turbulents dans la majorité, Madame Bégoudé. Oui. Mais une discussion avec le président Kabila, ils auraient pu neutraliser ces délinquants et avoir le soutien politique et accroître même le soutien politique. Il n'a pas pris la mesure de la chose. Deuxième des choses, il a déconstruit l'armée. C'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est dit, ce sont les hommes de Kabila. À des positions stratégiques, il a déconstruit l'armée. C'est-à-dire, et l'armée n'a pas oublié que quand il était dans l'opposition, il tenait des propos très très durs. Très très durs. C'est pour ça qu'il faut être responsable. Même quand on est dans l'opposition, il faut avoir un discours responsable. Donc il a déconstruit l'armée, il a fait des nominations. Est-ce que ces nominations ont obéi à ce que je peux appeler la compétence de véritables militaires, ou les nominations ont obéi au soutien politique, c'est-à-dire des nominations politiques? Ce qui fait que sans le vouloir, ou bien en le voulant, vous introduisez la politique au sein des forces de sécurité et de défense. Donc, il a fait ça. Ben, résultat des courses, les résultats ne sont pas là. Et il a fallu que le président Kagame agite son M23 de voyou, que j'appelle le M23 de voyou, parce que pour moi, il y a pas qu'il y a un bon M23, il y a un M23 d'enfants congolais que j'estime avec qui il faut discuter, et puis il y a un M23 de voyou. Donc il a fallu que M. Kagame active son M23 de voyou pour qu'il se retrouve dans cette situation. Que doit-il faire maintenant? Mais pour moi, il n'a pas d'autre choix que d'arriver à mettre les acteurs autour de la table et de négocier. Sauf que lui n'est pas en situation de force sur le terrain pour amener les gens à négocier. Voilà le problème qu'il a. Encore faudrait-il savoir avec qui négocier, c'est ce que vous dites depuis tout Non, à l'heure. le M23 veut négocier sur la base des accords de Nairobi qui n'ont pas été respectés. D'ailleurs, Oui. le M23, quand il reprend les armes, en expliquant que les accords de Nairobi n'ont pas été respectés. D'ailleurs, le M23 avertit. Le M23 dit, si vous ne respectez pas les accords de Nairobi, nous on reprend les armes. Et tout le monde se dit, oh, que vaut le M23? C'est quelques petits pillards, quelques petits voyous. Le M23 dit, mais si vous ne respectez pas les accords de Nairobi, nous prenons les armes. Et le M23, ils ont repris les armes. Et quand ils ont repris les armes, mais qu'est-ce qui a empêché l'armée de RDC de pouvoir les repousser? Et les repousser, appeler alors à la négociation et y en position de force. Prenons le cas de Boko Haram sur le terrain. Vous savez, l'État du Cameroun n'a jamais voulu négocier avec Boko Haram. Parce que pour le président de la République, c'est un groupe terroriste et criminel. Oui. Et nous sommes d'accord avec le président de la République. Sauf que le président de la République s'est donné les moyens, d'abord par sa propre armée et par une alliance stratégique avec les voisins, de vaincre Boko Haram. C'est le président Biya qui convoque la réunion de sécurité sur Yaoundé. Et même des pays qui n'ont pas donné les troupes ont envoyé des représentants. Il y avait le représentant angolais. Donc, il y avait tous ces représentants et on lance cette opération avec 50 milliards. 3 semaines après, les états-majors sont constitués. La base logistique est logée en Djamena. Les états-majors sont logés à Maroua. Et le commandement opérationnel est logé au Nigeria. Et on se met sur pied cette force multinationale mixte et on met les garçons sur le terrain. Résultat des courses, M. Chekao n'existe plus. Il nous tirait la langue tous les soirs dans un direct en se moquant des présidents. Il n'existe plus. Donc vous voyez donc aujourd'hui, si on appelle donc les rescapés de Boko Haram en leur disant, ben, venez quand même, on va discuter. Mais Madame Bégoudé, ils vont venir en courant. Ils vont venir en courant. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont transformés en petits voleurs de marmites de mille. C'est des voyous. Ils pillent pour manger. Ce sont des malheureux. Souvent, j'ai des images de voir ceux que l'armée a chopés. Vous voyez des hommes, madame, c'est la peau sur les os. C'est des femmes qui traînent des enfants de 4 ans. D'ailleurs, quand on va dans les camps de DDR, il y a 35% d'enfants, 25% de femmes et 30% d'hommes. Donc, c'est... Ben, voilà, qu'est-ce qui a empêché M. Tshisekedi d'anticiper? Quand il faisait donc ses tournées partout, ben, il ne posait pas des problèmes de son pays. C'est ça que j'appelle aussi souvent des rigolos qui arrivent au pouvoir. C'est-à-dire quand vous arrivez au pouvoir et que vous n'avez pas de projet. L'insécurité à l'est de la RDC, le président Kabila va le vivre. Et quand lui, il était dans l'opposition, il ne s'est jamais projeté en se disant, ben, si je suis président de la République, comment je résous ce problème à l'est de la RDC? Ben, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Et le M23 sait que c'est compliqué. Le M23 sait que la communauté internationale ne peut pas se passer de ses parrains. Parce que ces parrains, certains, je vous ai dit, ont du pétrole. Oui. Certains sont influents. Certains sont
puissances de la région comme la Tanzanie, des situations géostratégiques, un autre allié qui sera bientôt le Mozambique, puisque le Mozambique a accepté les troupes rwandaises truffées de pétrole et de gaz, dont le M23, c'est que mes parrains sont riches, mes parrains sont influents. Donc c'est à M. Tshisekedi de venir négocier aux conditions du M23. Je ne suis pas content quand je vous raconte cette histoire, madame, mais c'est ce que moi je vois. D'accord, monsieur Tatinda. Revenons donc sur la MONUSCO que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui. Vous disiez qu'il y avait que la MONUSCO était arrivée et avait aidé le pays à se débarrasser du M23 sur le territoire. Pas ça. Ah, je vous expliquais que je vais revenir sur la MONUSCO. Pourquoi? Parce que voilà une force de stabilisation. Je m'attendais à ce que vous posiez la question en me disant, mais monsieur Tatinda, que fait la MONUSCO dans cette histoire? Ah ça, on a tellement posé cette question, monsieur Tatinda, qu'on commence à s'interroger encore. Vous avez la réponse. Vous savez, on fait l'émission à deux, madame. Vous riez, moi aussi je ris. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Mais on sait, mais comment 23 000 hommes équipés avec du matériel militaire, $1 milliard de budget annuel, comment ils regardent ces situations? Ils le regardaient déjà à l'époque du président Kabila. Ils le regardent à l'époque du président Tshisekedi. Les villes ont été prises devant les responsables de la MONUSCO. La MONUSCO a constaté juste. La MONUSCO a dit faites attention, il y a une crise humanitaire. La MONUSCO a constaté des viols. Mais voilà un problème. Pourquoi le président Tshisekedi ne pose pas ce problème? Sauf que quand le président Kabila part, à l'Assemblée générale des Nations Unies, son dernier discours en septembre 2000, il part en quelle année? On est en 2000, ça fait 5 ans. 5 ans en arrière. C'était en 2019. 19. Oui. Il dit, si je suis réélu président de la République, je fais partir la MONUSCO. Elle sera plus mon territoire. Autrement dit, je vais la considérer comme une force d'occupation. Quand le président Tshisekedi arrive, il déconstruit ça. Il ne discute même pas avec son allié politique et dire, mais qu'est-ce qui t'a motivé de le dire? Moi, je veux prendre le pouvoir. L'État est dans la continuité des démarches. Tu as tenu cette discussion. Je vais gérer la diplomatie. Donne-moi quand même des éléments qui t'ont permis de faire ces déclarations. Non. Il va plutôt faire le discours contraire. Il dit, je conforte la MONUSCO sur mon territoire. Ben, j'ai envie de poser la question. Mais monsieur le président Tshisekedi, vous confortez la MONUSCO sur quelle garantie? Sur quelle garantie? Vous voyez donc que s'il n'est pas sérieux, c'est pour ça que oui, vous me soupçonnez dans mon discours et mon explication de soutenir le M23. J'ai pratiquement envie de vous dire que, à la limite, oui, s'il n'est pas sérieux, eh bien le M23 le fera partie du pouvoir. Vous savez pourquoi? Vous parlez du M23 nationaliste. Je parle du M23 nationaliste. Oui. Si le M23, d'ailleurs, les 3 M23 peuvent, pour des questions stratégiques, même à un moment donné, faire alliance. Si le M23 de voyous, c'est-à-dire que soutenu par M. Kagame, prend Goma, les objectifs vont changer. Vous savez les objectifs que je soupçonne qu'ils auront? Partir à Kinshasa et faire partir monsieur Tshisekedi. C'est-à-dire que s'ils prennent Goma, ils auront la capitale régionale de l'Est de la RDC. C'est-à-dire qu'ils auront amputé le pays pratiquement de 20% de son territoire. Avec tout ce qu'il y a comme richesse. Parce qu'une bonne partie des mines et de la richesse de RDC sont justement à l'Est de ce territoire. Oui. À partir de là, les parrains, vous ne soupçonnez pas que les parrains vont se dire que, ah, chouette, mais on a 20% de territoire, on a suffisamment de mines pour financer un effort de guerre, suffit qu'on apporte un peu du matériel militaire et qu'on fasse du recrutement dans la région, eh bien, ni vu ni connu, eh bien, allez nous prendre le pouvoir chez Kinshasa. C'est comme ça qu'on a pris le pouvoir de M. Mobutu. Quand M. Kabila a pris Kisangani, il a vu qu'il n'y avait pas de résistance, il a pris Goma, il n'y avait pas de résistance, cap sur Kinshasa. Il a refusé tous les accords. Même le très respecté Mandela, qui l'a amené en quelque sorte à négocier à Brazzaville. Tout le monde a cette image où il regardait le plafond, il ne regardait même pas M. Mobutu, il ne regardait même pas M. Mandela. Donc, j'ai bien peur pour M. Tshisekedi de tout faire que le M23 de voyous, soutenu par M. Kagame, ne prenne Goma, parce que pour moi, s'ils prennent Goma, ils ne voudront plus de négociations, ils voudront le pouvoir. Avant de revenir sur notre dernière interrogation qui a trait ou alors qui a le lien avec l'élection présidentielle, parlons du partenaire qu'est la Russie. De nombreux, peut-être avant revenir sur la MONUSCO, de nombreux Congolais ont eu déjà, à manifester. vous avez compris, madame, que le rôle de la MONUSCO est des plus
trouble et inquiétant. Comment est-ce qu'ils peuvent être force de stabilisation? Et ils sont là, et la MONUSCO vous dit, nous n'avons pas de mandat. Mais vous n'avez pas de mandat, qu'est-ce que vous faites là? Et chaque année, on renouvelle un budget à $1 milliard. Et alors qu'ils étaient là pour assister les forces rwandaises pour stabiliser justement la région. Ils ne stabilisent pas la région, on vote les budgets, des Pakistanais s'enrichissent, les patrons de cette histoire s'enrichissent, et M. Tshisekedi les conforte là. Vous comprenez quelque chose? On peut même soupçonner que peut-être lui, il a des intérêts privés dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Il faut rappeler également que la MONUSCO ou encore l'ONU a déclaré ne plus avoir suffisamment d'aptitude face au M23 parce qu'il est tellement bien équipé et bien armé que des difficultés. Je rappelle quand même que c'est une force onusienne. Donc les pays du monde entier qui sont membres de l'ONU ont obligation d'y mettre les moyens pour pouvoir stabiliser la paix dans le monde. Ben, si la MONUSCO vous raconte dans ça, eh ben, ça revient à ma conclusion que les alliés du M23 sont très solides, très influents, très riches. Qu'en est-il donc du partenaire russe, de l'allié russe? Les populations et d'autres observateurs appellent Kinshasa à se tourner vers la Russie, mais cela n'est pas encore fait. Depuis 2021, avec la reprise des attaques sur le territoire démocratique, sur le territoire du Congo. Ben, moi, je vous réponds, Madame Bégoudé, à quelle heure? Ben, c'est une expression comme moi, à quelle heure? Quand vous êtes dans une situation... Vous savez, moi, tout dépend de comment vous êtes organisé pour tirer le maximum de ce que j'appelle l'alliance avec la Russie. Oui. La Russie ne vient pas développer votre patriotisme. La Russie ne vient pas vous organiser. La Russie ne vient pas vous donner cette envie à mourir pour la patrie. La Russie ne vient pas vous apprendre à aimer votre pays à votre place. La Russie ne vient pas faire ça. Donc, si vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas une armée bien équipée, vous n'avez pas des militaires entraînés, vous n'avez pas une population déterminée, vous n'avez pas d'alliance politique, c'est-à-dire que d'union sacrée derrière vous. Vous n'arrivez pas à résoudre le moindre parti politique. Vous n'avez pas une position claire vis-à-vis même de ceux aujourd'hui qui attaquent votre pays. Parce que M. Tshisekedi, il est très content de recevoir M. Macron. Mais je vous ai dit que M. Macron est très allié aujourd'hui à M. Yoweri Museveni, qui est parrain d'un M23, parce que M. Yoweri Museveni a beaucoup de pétrole et il est dans un pipeline qui va rapporter beaucoup d'argent, dont Total est actionnaire majoritaire dans l'affaire. Donc, si vous, M. Tshisekedi, n'arrivez pas à lire tout ça et joue, comment je peux dire que je ne sais pas trop quoi décider, je ne sais pas trop quoi faire, ben, j'ai pratiquement envie de dire que vous signez un partenariat stratégique avec la Russie, ça ne résout pas le problème. Vous avez des gens qui ont signé des partenariats stratégiques avec la Russie et qui ont été éjectés du pouvoir. Le président soudanais, là, il s'appelle comment? Celui qui est parti, le général, là, comment il s'appelait? Juste avant El Fattah? Oui, juste avant El Fattah, on a failli l'envoyer à la CPI, le général là. Eh bien, il avait signé un accord militaire avec la Russie. Il avait même donné un de ses ports en demandant à la Russie d'y déployer même du matériel stratégico-nucléaire. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une révolution de palais au sein de l'armée, au sein de l'état-major des armées, et qu'on le fasse partir. Donc, la Russie, le partenariat stratégique de la Russie est d'autant plus gagnant pour vous qu'elle vient trouver une armée organisée, équipée, un véritable patron politique, chef de l'État, chef militaire et une population soudée derrière son armée. Et là, vous avez, un peu comme on a vu le président, le président de RCA, le professeur Alpha Antonia, en fait, de fédérer autour de lui les forces vives de la nation, remettre sur pied un embryon des FACA, et il s'est donc appuyé sur le Rwanda, sur le Cameroun et sur la Russie pour aider sa force militaire à arriver à conquérir le territoire. Donc, voilà ce que je peux dire du partenariat avec la Russie. C'est clopin. Et encore que là, c'est la population qui le demande. Monsieur Tshisekedi nous a pas encore fait une visite officielle. Il n'a pas encore fait un appel officiel. C'est la population. Donc, il veut jouer sur deux tableaux. Un peu ce que nous faisait monsieur, comment il s'appelle, le président de Guinée-Conakry qui est parti, monsieur Alpha Condé. Oui. Un coup, il est trop ami de Bolloré, il est très content de recevoir les Bolloré, il est content d'être en France, de revoir ses anciens amis du Parti Socialiste. Et un autre coup, il nous dit, ah tiens, je suis maintenant allié de la Russie. Quand vous êtes assis sur deux chaises, Madame Cassandra, vous êtes assis nulle part.
Merci, Monsieur Tatinda. Alors, on termine avec ce sujet en revenant sur l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année. L'interrogation, justement, que l'on se posait quand on a fini de dire tout cela, parce qu'on a suffisamment bien planté le décor, c'est que l'équation est donc difficile en République démocratique du Congo entre l'insécurité, les attaques du M23 ou alors des M23, avec S, comme vous le disiez tout à l'heure, et l'organisation d'une élection présidentielle sur le territoire congolais à cause du fait que l'État, justement, n'est pas représenté dans l'Est du pays, mais aussi il peine à sécuriser lors de l'organisation de ce scrutin, également à enrôler les populations de l'Est du pays qui seront totalement écartées. Donc on peut donc donner raison à cette inadéquation entre les deux. Oui, et il y aura beaucoup de problèmes. Ce sera très très difficile d'organiser les élections à l'Est de la RDC. Oui. Je me demande même si un des objectifs de ces agresseurs, c'est qu'ils ne veulent pas d'élections à l'Est de la RDC. Comment vous faites dans la situation actuelle? Ils sont à 23 km de la ville de Goma. Comment vous faites pour aller enrôler? Comment vous faites même pour enrôler à Goma? Si vous enrôlez à Goma, il lance une attaque. Eh bien, les responsables de la Commission nationale vont partir. C'est très compliqué. Et vous avez la pression des partis politiques qui disent à M. Tshisekedi, élection ou guerre civile. Vous avez M. Kabila qui ne parle pas, qui dit pas grand-chose. Vous avez quelques soutiens qui se rallient à M. Tshisekedi parce qu'ils se disent que si M. Tshisekedi... Vous avez une classe politique totalement divisée. Totalement dit. Et ça a toujours été ça la RDC. En tout cas, ceux qui ont voulu le mal de la RDC ont toujours travaillé à ça. C'est-à-dire diviser la classe politique. Le pays est très grand. C'est pas facile parce que l'État doit se déployer. Vous savez, la capitale Kinshasa est à 2000 km de l'Est de la RDC. 2000 km. C'est-à-dire, c'est du Kousséri qui aussi. Du Kousséri qui aussi. Vous voyez la distance, Madame Bégoudéo, quand on le rapporte à l'échelle du Cameroun. Donc, déployer même seulement des fonctionnaires là-bas, c'est comment je peux dire que c'est des moyens financiers. Et la RDC, contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup d'aéroports, c'est un peu comme les États-Unis. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures routières. Il y a pas beaucoup. Il y a beaucoup de forêts, donc il y a beaucoup de compagnies aériennes, donc ça voyage beaucoup par compagnie aérienne là-bas. Comment vous faites pour déployer le matériel? Et puis il y a beaucoup de forêts. Et puis il y a un des acteurs dont on n'a pas parlé, ce qu'on va appeler le Front de Libération du Rwanda, le FDLR, qui ont truffé ces forêts-là et qui sont aussi des milices armées qui tiennent les armes et qui insécurisent la région. Donc, vous voyez donc que ce sont des élections à haut risque parce que j'ai bien peur que ces élections soient encore un autre élément qui permettent à la RDC de se déchirer et qui ouvre véritablement la voie royale à un M23 qui soutenu fortement, irait prendre le pouvoir, ferait carrément un coup d'État, irait prendre le pouvoir à Kinshasa. Ce que nous ne souhaitons pas. Parce qu'en ce moment, on est en train de construire, de réfléchir à la construction d'une fusion CEMAC et EAC. La RDC, c'est un pays très 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 important pour l'Afrique centrale. Déstabilisation de la RCE. Nous au Cameroun, on accueillera encore une horde de réfugiés avec aussi l'insécurité que ça peut et la déstabilisation et même la situation sécuritaire qui peut s'envenimer chez nous. Donc on a tout à souhaiter que vraiment je sais pas vous, répondez pour juste une fois. Vous voyez la solution comme c'est compliqué, vous souriez, c'est compliqué parce que vous faites aussi de l'analyse politique. Oui, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Donc tant qu'à faire, comme je le disais, face à l'insécurité, l'application automate de la démocratie, elle peut être relayée au second plan. Elle peut être relayée au second plan. Et face à cette relégation justement au second plan, on a une communauté internationale qui brandit qu'il faut des élections démocratiques, libres et transparentes en République démocratique, en dépit de cette situation sécuritaire. On a une opposition qui crie absolument, ils veulent des élections, alors qu'ils savent qu'il ne peut pas avoir élection. Mais comment ceux-mêmes qui demandent cette opposition, ces élections, Monsieur Tatinda, feront eux-mêmes pour battre campagne, enrôler leurs propres partisans et tout ce qui va avec, s'il n'y a pas moyen de se déplacer, sauf si on décide de détacher l'Est de la RDC de la RDC. Rien n'exclut que ça fait partie d'un des plans d'un des M23. C'est-à-dire que
avoir une petite zone autonome suffisamment riche, un peu comme les éléments de l'Azawa du Nord Mali ont comme projet de pouvoir créer une république autonome au nord du Mali. La partition de la RDC également au programme. Je vous ai dit qu'il y a 3 M23. Le M23 de voyous, c'est quoi un voyou? C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne respecte pas la loi. Donc, le M23 congolais, eux, ils posent des problèmes identitaires et disent que nous sommes des enfants de ce pays. On y vivait en paix. Mobutu Sese Seko nous a donné même la citoyenneté. Mais on est tout le temps en train de nous dire rentre au Rwanda, alors que nous sommes là, nous sommes installés là au même titre que les autres. Ça, j'ai envie de dire que c'est une revendication même républicaine. Vous ne trouvez pas qu'on peut discuter avec ces enfants congolais? Mais le M23 de vous semblez détester tous les 3 M23. Vous n'aimez pas le M23? Je ne les avais pas scindés, donc vous les avez pas si j'aime une partie ou pas. Donc moi, le M23 don de voyous, de voyous, ils savent que s'ils ont pris Goma, il n'y aura pas d'élection. Mais les autres acteurs politiques, c'est vous qui les appelez hommes politiques, pour nous, sont des mercenaires. C'est qui M. Katumbi? M. Katumbi, c'est un mercenaire. C'est qui M. Bemba? C'est pas un repris de justice. Et que direz-vous de Martin Fayulu? Lui-même encore, il passe sa vie à crier qu'il a gagné l'élection, on a volé son élection. Lui, il joue à ce jeu et trop ami de la communauté internationale. Mais M. Bemba, c'est un repris de justice. Donc, vous voyez donc que M. Katumbi, un mercenaire, lui, c'est que l'argent qui compte pour lui. D'ailleurs, c'est immensément enrichi quand il était gouverneur du Katanga. C'est un homme d'affaires, dira-t-il. Mais il s'est quand même enrichi sur les mines. Sauf qu'il ne nous dit pas exactement comment il s'est enrichi. Homme d'affaires ne vous enrichit pas. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires riche a une traçabilité dans la démarche pour être riche. Donc lui, on n'en sait rien. Appelons-le homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il vient d'en faire en politique? Pourquoi il ne fait pas des affaires? Il se rend donc compte que la politique peut aider à davantage l'enrichir. Donc, il n'a donc pas de projet pour la RDC. Donc, ça, c'est un mercenaire. Donc, quand vous mettez donc tout ce cocktail, aller à l'élection, mais c'est aller tout droit dans le mur. Voilà pourquoi le plus sage de l'affaire, c'est le président Kabila pour moi. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Et de mon point de vue, il est encore temps pour le président Tshisekedi de le rencontrer, de voir dans quelle manière, parce qu'il reste influent. Il a la majorité des députés provinciaux, il a la majorité des députés nationaux, il a la majorité des gouverneurs. Donc, sur le plan politique, il a le plus grand poids politique. Donc, voilà un acteur qu'il faut immédiatement rencontrer, susciter ne serait-ce que une forme de soutien pour la sécurité du pays. C'est un patriote, le président Kabila. Je crois qu'il ne peut pas refuser son président Tshisekedi. Et voir dans quelle mesure inverser légèrement sur le plan politique le rapport de force et pouvoir cette fois-ci, une fois donc on a ce socle politique fort avec le peuple derrière, on peut donc faire appel à la Russie. Bertrand Tatinda, pour sortir, lorsque vous dites que peut-être le plan c'est pas d'élection en République démocratique du Congo, pas d'élection signifie maintenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir? Non, pas d'élection, c'est justifier la guerre. Parce que s'il n'y a pas d'élection, il reste au pouvoir. Et les autres lui diront, mais monsieur, vous n'avez pas organisé des élections. Et bien c'est pour ça qu'on fait la guerre. Il est illégitime. Je peux vous dire que le lendemain de la fin du pouvoir légal de M. Tshisekedi, ils appelleront plus Monsieur le Président. Ils diront, c'est quelqu'un qui occupe la présidence de la République sans aucun mandat, illégitimement, donc nous le faisons partie. C'est pour ça que je vous ai dit que le M23 ne veut pas d'élection, veut prendre Goma, et après veut se donner une raison pour partir à Kinshasa, faire partie de M. Tshisekedi. Bertrand Tatinda, merci infiniment d'avoir été l'invité de cette émission. Merci beaucoup, Madame Bégoudé. À très bientôt, certainement vendredi. La semaine prochaine, on se reverra pour une nouvelle émission. Nous espérons une évolution dans le bon sens parce que comme nous le pensons, c'est l'Afrique, c'est le territoire de l'Afrique, c'est un pays sérieux, c'est un pays très riche. Et nous souhaitons que les interférences occidentales sortent de cette affaire parce que je suis convaincu que même entre nous Africains, même en discutant avec le M23 de voyous, avec M. Kagame, avec M. Yuri Museveni, entre nous Africains, sur d'autres plateaux de télévision, j'en ai appelé au président Biya parce qu'il a l'âge qu'il faut, il a l'expérience politique qu'il faut, il a la respectabilité de tous les acteurs. Je crois que c'est quelqu'un qui peut, à travers la diplomatie camerounaise, essayer d'écouter toutes les parties et de pouvoir, en tant que patriarche, émettre des idées et des tentatives de solution.
entre Africains, on réussit toujours quand même à s'écouter. Mais il faut absolument faire table rase des interférences occidentales qui ont surtout pas envie qu'il y ait le moindre tentative de conciliation. Merci infiniment une fois de plus. Vous étiez l'invité de cette émission Regard panafricain, et toutes ces questions ou alors toutes ces préoccupations ont été bien sûr passées au crible de ce regard-là. Bertrand Tatinda, on se donne rendez-vous, comme vous l'avez dit, la semaine prochaine, même heure et différents contenus. À vous qui nous avez reçus chez vous via notre fréquence 96.3 FM, merci. Également sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa, ainsi que sur l'application téléchargeable sur Play Store For You Media. Vous nous avez regardé, écouté à travers le monde. Passez d'excellents moments sur nos différents médias, car